Voilà, salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui, je me propose de te montrer dans un package et de façon très succincte l'ensemble des fonctions mathématiques et statistiques usuelles dans R. C'est en vue de nous préparer à pouvoir commencer par écrire nos propres fonctions dans R. Alors si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors pour commencer, je vais définir un vecteur de façon toute simple. Donc je vais prendre pi. Je prends disons moins 4,28, je vais prendre 25, d'accord? Je le définis comme ça, donc on peut voir l'intérieur. Bon, ici, les zéros, que ça ne nous gêne pas, c'est parce que 3,14 est long, donc il a juste réajusté. Et je vais commencer d'abord par présenter quelques fonctions, les fonctions mathématiques, et après je vais présenter les fonctions statistiques. On va faire ça comme ça pour bien organiser ce qu'on fait. Donc, par exemple, si je veux prendre la valeur absolue de ces nombres-là, je vais prendre, je fais valeur absolue. Ce qui change fondamentalement ici, c'est qu'on a moins 4,28 qui devient 4,28. Donc, la valeur absolue, remplace tous les nombres négatifs en nombres positifs. Je ne tape rien en le disant. Donc, on peut aussi regarder la fonction square root pour calculer la racine carrée. Donc, si je fais square root A, voilà, il y a un message d'erreur qui apparaît. Bon, j'ai choisi aussi les éléments comme ça dans le scalaire, dans le vecteur A, pour pouvoir nous montrer comment est-ce que différentes fonctions fonctionnent avec ces réels-là, et nous permettre aussi d'avoir le bon réflexe quand le message d'erreur, ces messages d'erreur vont sortir. Donc, que ça ne te gêne pas du tout. On va aussi en voir dans la suite que ça ne te gêne pas du tout. On est d'accord. Donc ici, il nous dit qu'on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif, ce qui a du sens. Donc c'est ce que le message d'erreur est en train de dire. Et voilà. Donc on peut rapidement, je te montre une autre fonction rapidement, la fonction floor. Donc si je fais floor A, c'est ça, ça fait 3 moins 5, 25, parce que tu sais, quand on prend un nombre réel, c'est forcément ce nombre-là a un plancher et a aussi un plafond. Pour trouver le réel entier, qu'il soit positif ou négatif, qui est juste, au plancher de ce nombre-là, on utilise la fonction floor, et pour trouver le réel qui est au plafond, on utilise ceiling, c'est ce que je te montre là. Donc, si je fais ceiling A, on a 4, moins 4 et puis 25. Donc, tu vois, par exemple, tu prends 3,14, en bas, on a 3 et en haut, là, on a 4. Et ainsi de suite. Si je prends, par exemple, moins 4,28, en bas, là, c'est moins 5 et après, en haut, c'est moins 4. Ces deux fonctions-là nous permettent d'avoir rapidement ces éléments-là. On peut utiliser aussi la fonction tronc, qui est une fonction très, très pratique aussi lorsqu'on est en train de travailler. Elle nous permet de faire de la troncature de façon très simple. Donc, la troncature, c'est que je prends le nombre comme ça et puis ici à l'ordre 0, donc tout ce qui est après la virgule, quel que soit ce qui est après la virgule, je ne le prends plus. Je coupe seulement ce qui est après la virgule. Donc, ça me donne de la troncature. Donc, tu vois, 3,14, c'est parti, moins 4,28, la partie décimale là est partie, et puis 25, et puis voilà. Donc, ça, la fonction troncature est une fonction qui est très utile aussi quand on est en train de faire le travail. Il y a aussi une autre fonction que j'utilise beaucoup et qu'on va même d'ailleurs utiliser beaucoup ici, c'est la fonction round, et puis elle nous permet d'arrondir les nombres. Voilà, donc ici c'est à l'ordre 0, donc c'est un peu comme le rôle que joue la fonction de la troncature. Maintenant, je vais peut-être, si je te montre rapidement là, si je prends par exemple digit. C'est intéressant de le voir comme ça. Si je prends digit égale à 2, j'écris digit égale à 2 là. Donc, dans la fonction round, ce qu'il fait, c'est qu'il nous arrondit à 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est ce qu'on a ici. Tous les nombres sont proprement arrondis à 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est intéressant de le faire comme ça. Il y a aussi une fonction qui est très utile aussi, la fonction significative, signif. Et ce que cette fonction fait, c'est qu'elle nous donne les nombres significatifs à un nombre donné. Donc, si je prends A et puis je dis par exemple digit, par défaut, le digit c'est 6, mais je vais prendre ici 4. Je prends 4 et puis je fais significatif. Donc, voilà, tu vois,
Ici, ça nous prend les quatre chiffres, je ne vais pas dire chiffres, les 4 nombres significatifs. Je vais faire ici les 4 nombres significatifs. Et puis, tu vois ici, il y a 25 qui est le premier nombre significatif. Et puis, 0, 0. Et puis, voilà. Donc, c'est une fonction qui est très utile aussi, la fonction significative. Et puis, on a aussi nos fonctions les fonctions trigonométriques, les fonctions trigonométriques. Et R nous fait le travail, par exemple pour le cosinus, je fais cosinus de chacun de ces nombres-là. Ce qui est intéressant, c'est ça, quoi. On a les éléments qui apparaissent. Donc le cosinus de pi, c'est -1 et ainsi de suite. Et on peut aussi voir le sinus. Voilà, donc on a sinus là, bon, c'est long, hein. Je vais utiliser round. C'est une fonction qui est très utile. Tu vois, là, je suis déjà même très tenté de l'utiliser. Round, je vais faire digit. Je vais mettre le digit à 2. Voilà. Et puis, ça m'arrondit les éléments à 2 chiffres après la virgule de façon très, très propre. Et voilà. Donc, la fonction round, la fonction sinus, ces éléments-là font le boulot. Bon, l'autre aussi fonction que je ne peux pas ne pas mentionner. Quand j'ai mentionné le sinus, le cosinus, c'est la fonction tangente. Donc, voilà, on a ça. Et puis, on peut le voir de façon un peu plus, je peux faire round, tangente A, et puis là, je ne vais plus mettre digit, si je mets simplement 2 ou bien 3, si tu veux. Voilà, ça nous arrondit le nombre là, tu vois, tout ceci est arrondi proprement à 3 chiffres après la virgule. Donc, la fonction round nous aide à faire ce boulot-là de façon très, très, très propre. Maintenant, une autre fonction qui est très intéressante dans R, et qu'on utilise rapide très souvent hein, quand on est en train de faire les travaux statistiques, mathématiques, c'est la fonction logarithme népérien. Et puis, pour le faire, on utilise log. Je vais prendre par exemple log A. Et quand bon, c'est normal, hein, il y a un message d'erreur qui apparaît ici, c'est pour nous dire qu'on ne peut pas calculer le logarithme d'un nombre négatif, c'est clair. On va voir encore, je vais te montrer quelques autres exemples clairs, les messages vont apparaître, il n'y a pas de souci à ce niveau. Il faut juste garder à l'esprit que, et comme contrairement à plusieurs, enfin, les autres logiciels, R ne connaît pas la fonction ln. Donc, pour parler du logarithme népérien dans R, on utilise log. Et c'est très important. Si par exemple je fais ceci, si j'écris ln de 2 et j'exécute, tu vas voir que c'est un message d'erreur qui apparaît et puis il dit je ne peux pas trouver la fonction ln parce que R ne connaît en réalité pas la fonction ln. Je vais effacer ça de la liste. R ne connaît pas ln. Donc pour utiliser le logarithme népérien, on utilise log. Et puis si je veux par exemple utiliser le logarithme népérien de base 10, je fais ln base 10 de 10 par exemple et j'exécute, tu vois, ça me donne 1. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Si je fais par exemple, hein, je vais prendre par exemple logarithme népérien base 2, je prends le logarithme népérien base 2 de A, bon, c'est normal, hein, parce que dans A, il y a le nombre négatif, c'est pourquoi le message d'erreur apparaît là. Donc, pour définir la base, en fait, j'écris log et puis j'écris la base. Mais on peut faire mieux, hein, on peut faire mieux. Si je fais par exemple log, je mets A et j'écris base comme ça dans la fonction logarithme elle-même et je définis la base de mon choix. Je prends par exemple base 5 et puis j'exécute. Il y a le bon résultat qui apparaît ici. Donc, c'est comme ça que ça se passe et c'est de façon très très pratique comme ça que on peut utiliser ces fonctions mathématiques dans R. Une autre fonction qui me vient à l'esprit, je vais pas l'écrire si je viens dans mon script, c'est la fonction exponentielle. Quand je fais exponentielle de A, voilà, donc il y a les résultats qui apparaissent là. La fonction exponentielle, c'est une autre fonction qu'on utilise aussi très souvent dans R. Donc voilà un peu quelques fonctions mathématiques très usuelles et très courantes quoi qu'on utilise lorsqu'on est en train de faire nos calculs. C'était très important pour moi de les mettre ensemble pour toi pour que tu puisses vraiment savoir et comment ça se présente et comment les manipuler. Maintenant, je vais te montrer quelques fonctions, je dirais statistiques. Je vais créer un autre vecteur dans lequel je vais mettre, disons, 1, 2, 3, 4, je vais prendre 4 et 5, comme ça, hein, tout simple, quoi. Et puis, on va travailler avec ça. Donc, la toute première fonction qui me vient à l'esprit, c'est la moyenne. Hein. Donc, je vais faire min B. Et puis, voilà. Donc, quand on calcule ici, ça fait attends, on va rapidement regarder l'intérieur ici. Hein. Donc, voilà. On a
2 plus 1, ça fait 3, ça fait 6, ça fait 10, ça fait 15. 15 divisé par 5, ça fait bien 3. Donc, la moyenne, c'est 3. On est d'accord? Et puis, à côté de la moyenne, je peux calculer rapidement hein, la médiane. Je fais la médiane de B. La médiane aussi ici, c'est 3. Hein. Donc, la médiane est 3. Ça, c'est des fonctions qui sont vraiment très basiques hein, qu'il faut connaître quand on est en train de faire de la statistique. Quoi, quand on est en train de, je peux pas rentrer dans la théorie ici. Si tu es en train de faire de la statistique, tu dois comprendre ces choses-là. Et voilà. Et il y a une autre fonction ici que je vais utiliser rapidement, c'est l'écart type, ST, Standard Deviation, donc l'écart type, et puis la variance, hein, ça va de soi. Et je voudrais rappeler ici forcément hein, que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc si je fais par exemple la racine carrée de la variance, je fais la racine carrée de la variance de B, tu vois, donc la ligne s'exécute, hein, donc il y a la variance qui est là, et il y a l'écart type qui apparaît là, comme ce qu'on a ici, et puis c'est tout propre. Donc, c'est pour te dire même que quand je prends une fonction comme racine carrée square root, quand je prends une fonction, je peux écrire à l'intérieur d'elle une autre fonction, donc je peux emboîter les fonctions, ça fonctionne parfaitement, quoi, avec R. Une autre fonction que je vais te montrer, bon ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait tu peux lire les livres, hein, comment on appelle ça des median absolute deviation, je vais le dire, la déviation absolue par rapport à la médiane. Si je fais B comme ça, tu vois, donc ça nous fait 1,48, bon, c'est ce qui apparaît dans R de façon au défaut pour un certain nombre, quand un certain nombre de conditions sont remplies. Tu peux aussi ajouter constante, je crois, voilà, tu fais constante 1, et puis là, si tu fais bien les calculs, tu vas voir que normalement on devrait avoir un 1. Donc tu ajoutes ce constante 1 là pour pouvoir avoir ça. Je vais écrire ici pour toi hein, ce que je vais le faire comme ça, c'est comment on appelle ça, median absolute deviation. Voilà, c'est ça tient pour maths. Bon, une autre fonction statistique que je te montre hein, de façon très très rapide, voilà, c'est les quantiles. Ça aussi, ça va être très important de le savoir. Quand on veut déterminer les quartiles, les déciles, les centiles et ainsi de suite, on utilise la fonction quantile. Donc c'est ça. Et puis qu'est-ce que je fais? Je mets un B ici et j'ouvre un vecteur hein, de façon simple où je définis ce que je veux. Donc je vais prendre par exemple je vais prendre 50%. Je vais prendre 0,98 par exemple, et j'exécute. Voilà, donc les quantiles apparaissent ici, et puis ça me dit que avec assurance, hein, R est en train de me dire que 20% des observations que j'ai dans mon vecteur B là sont en dessous de 1,80, 1,8, que avec assurance, hein, je sais que j'ai 50% des observations qui sont dans ce vecteur là qui sont en dessous de 3. Et 98% des observations qui sont dans ce vecteur-là sont en dessous de 4,92. Bon, hein, quand je dis en dessous, c'est pas que ça ne dépasse pas inférieur ou égal. Ça dépend de la perspective dans laquelle tu es en train de voir ça. Donc, la fonction quantile, tu mets le vecteur qui t'intéresse et puis tu définis les quantiles les limites qui t'intéressent et puis tu te fais sortir le résultat de façon très classe, quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Il y a une autre fonction statistique aussi qui est très intéressante, c'est l'étendue, comment on appelle ça, l'étendue, en anglais ça se dit range. Donc si je fais range, mais ce qui est un peu bizarre avec R, c'est que quand tu fais le range, ça te fait sortir le minimum et le maximum. Tu vois, dans notre vecteur ici, le minimum c'est 1, le maximum c'est 5, alors que il faut bien garder à l'esprit hein, que l'étendue c'est un nombre, c'est pas le minimum et le maximum. Donc pour corriger ce problème là, enfin une façon rapide de le faire, c'est d'utiliser diff, la fonction diff. Donc tu fais diff et tu mets range B. Donc tu fais diff et puis tu mets l'élément à l'intérieur, ça te calcule la différence quoi, pour te donner ce que on aurait espéré. Voilà, donc ça fait 4. L'étendue ici c'est 4, c'est le range. Si par exemple j'avais mis un 10 ici et j'exécute, tu vas voir que là je veux mettre B, j'exécute B d'abord hein. Et puis je regarde le range, là voilà, tu vois, ça fait 2 et 10, ça prend le minimum 2 et le maximum 10. Et quand je vais faire diff range, tu vois, ça me met 8. Bon, néanmoins, je vais garder ceci, je vais le garder à 1.
pour qu'on puisse travailler avec ça comme ça. Donc, voilà comment ça se passe. Diff, ça fait un très bon boulot. Maintenant, il y a aussi une autre fonction qui est très importante qu'il faut savoir, c'est la fonction somme. C'est de façon classique, elle fait la somme des éléments qui sont dans le vecteur pour toi. Ici, c'est 15. Donc, ça se passe de tout commentaire. Maintenant, je te montre une autre variante de diff. Quand je fais par exemple diff, et diff me donne la possibilité de définir aussi les lags. Je te montre comment ça fonctionne ici. C'est très important parfois quand tu es en train de travailler avec les données qui sont de façon sérielle, ainsi de suite. Ce que ça fait, c'est que ça prend l'élément qu'il y a dans le vecteur, mais au lieu de faire la différence 1 à 1 comme on aurait voulu, il le fait en fonction du lag que tu définis. Donc ici, il le fait 2 à 2. Ce qu'il fait ici de façon classique, c'est que il fait, je vais exécuter B là, voilà. Donc le lag est 2 et donc il fait 3 moins 1 égale à 2, 4 moins 2 égale à 2, 5 moins 3 égale à 2. Donc, il fait la différence en réalité en utilisant un pas de 2. Par défaut, c'est 1. Donc, on aurait eu 1, 1, 1 si on avait pris le lag à 1. Si par exemple, je prends le lag à 3, c'est juste parfois que ça peut être utile, ça dépend du contexte. Si je prends le lag à 3, donc il est obligé de passer à 3. Ici, il va faire 4 moins 1 égale à 3 et il fait 5 moins 2 égale à 3 et il ne peut plus continuer. Donc, c'est pour ça que ici on a juste 2 éléments qui apparaissent. Donc, c'est une fonction qui se comporte de cette façon-là. Je te laisse la latitude d'expérimenter, de travailler, de découvrir, quoi. Voilà. Donc, je peux aussi utiliser la fonction min b pour trouver le minimum et de façon, straightforward, de façon logique, on va utiliser le maximum et puis le maximum ici, c'est 5. Et il y a aussi une autre façon qui est très intéressante, qui est très intéressante, c'est la fonction scale qui nous permet qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle nous permet de centrer, de réduire. Voilà. Donc, elle nous permet de normaliser les éléments qu'il y a dans notre vecteur. Donc, quand je fais scale B, ce qu'il fait, voilà. Donc, il prend chaque observation qu'il centre par rapport à la moyenne et il divise par l'écart type. Et puis, c'est ce qu'il fait ici. Au niveau des attributs, il nous dit que la moyenne, le centre ici, la moyenne, c'est 3 et l'écart type, c'est 1,58 pour les éléments de notre vecteur de base, bien sûr. Pour les éléments de notre vecteur de base. Et puis, il fait le calcul pour nous, 1 à 1. Et puis, c'est tout bien fait. Maintenant, par exemple, si j'ai envie de centrer sur une autre moyenne et un autre écart type, il y a une façon de le faire là. On utilise scalaire B et puis je multiplie par l'écart type. Si je choisis par exemple l'écart type égal à 6 et j'ajoute la moyenne de mon choix. Donc par exemple, je suppose que la moyenne soit 20. Donc je te mets ça ici. Il faut faire scalaire. Je vais mettre ici là. Scale. Il faut faire ça et puis tu multiplies par l'écart type et tu fais plus la moyenne, un truc comme ça. Donc, quand tu exécutes, il fait le boulot. Maintenant, là, il ne va plus choisir et il centre ça sur 20 qui est la moyenne et il prend un écart type de 6. Il ne faut pas te tromper. Donc, c'est souvent ça. C'est un peu l'envers. On aurait espéré que ce soit la moyenne et l'écart type. Bon, mais c'est un peu l'envers. Donc, il faut vraiment pas te tromper. C'est qu'il centre sur 20. Et il prend l'écart type qui est égal à 6. Donc, pour faire ces petites choses-là, c'est comme ça que on les définit dans R et le résultat est tout propre. Donc, ici, on voit par exemple, ça tourne autour de 20 et puis l'écart type, ça doit être environ 6. Voilà. Donc, je vais arrêter. C'est quelques fonctions comme ça que tu peux utiliser dans R pour pouvoir rapidement aller de l'avant. Je vais mettre quelque part là une capsule dans laquelle tu peux voir des exercices. J'ai fait des applications de quelques-unes de ces fonctions là et je te demande en haut là-bas de cliquer sur la photo qui apparaît là de mon visage et pour pouvoir souscrire et soutenir cette capsule là. Voilà. Et en attendant, je te souhaite de garder ta bonne santé et à la prochaine. C'était Lulus depuis le Japon. Merci.